Faisons la transition. Ok. Petit jingle, tout ça. J'ai les notes qui sont en partie masquées par mes boîtes d'œufs, et comme les thés sont tout en bas des notes, ça je peux noter le thé que je bois. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que tu bois comme thé ? Je bois un Dongti Jade Oolong, qui est un oolong de Taïwan. Les Dongti, c'est des oolongs plutôt verts. Ça a un rapport avec le Dongding ou pas du tout ? Je pense que c'est des interprétations d'écriture. Là, c'est écrit Dong, enfin D-U-N-G, mais souvent je les ai connus sous Dong, D-O-N-G, Dongding. Mais c'est exactement ce style de thé, ouais. J'en ai un et je l'aime beaucoup, effectivement. C'est des oolongs assez légers, très souvent fleuris ou presque sur la vanille certaines fois. C'est intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu bois du coup ? Je bois un Fukamushi Sencha. Il est considéré comme everyday sencha, donc sencha de tous les jours. Je lis le paquet, hein. Il vient de Kanaya, au Japon. C'est la récolte de printemps 2019. Les feuilles sont très fines parce qu'elles ont été un peu séchées, elles sont beaucoup brisées. Mais c'est voulu comme ça dans le packaging, hein. Du coup, il est assez proche du matcha sur l'odeur qu'il a, puis même en goût, il a un côté de matcha plus doux. Mais c'est très... un peu foin comme ça, herbe coupée. Je le trouve vraiment très bon. C'est la première fois que je le goûte aujourd'hui et c'est très très sympa. Et très surprenant aussi, tu verses l'eau pour le faire infuser. L'infusion est très courte, c'est 45 secondes. Et dès les premières secondes, ça limite une couleur de lime, genre jus de citron, jus de lime. Donc il est très trouble parce que justement, il y a beaucoup de poudre. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de théine aussi. Généralement, plus les feuilles sont brisées, plus ça sort vite. Très fort en goût, j'aime bien. Ça me change des oolongs là parce que je bois beaucoup de oolongs. Et du coup, pour casser un peu tout ça, j'ai acheté des sencha et ça fait plaisir de changer, quoi. Salut Mailleux, de quoi on va parler aujourd'hui ? Salut Dao. Du coup, aujourd'hui, on a lu le guide Make It Remote, A Survival Guide for the Future of Work. Un guide de survie pour le futur du travail, rien que ça, c'est épique tout de suite, hein, t'as envie de le lire, quoi. Avec des fonds de couleurs et tout. Jolie mise en page. Ouais, la typo et le travail de mise en page est assez sympa. Et donc, c'est un guide qui est sorti au début de la pandémie du Covid, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai réalisé, en le relisant tout à l'heure, qu'il y a marqué version 1.5, donc je me suis demandé s'il avait été mis à jour pour le Covid, ou il était sorti tel quel à un moment donné, mais bon. Je ne sais pas, moi je l'ai découvert effectivement suite à la pandémie qui a précipité un petit peu tout le monde dans le télétravail forcé. Donc le guide se présente en deux parties un peu, il y a une partie qui est dédiée aux leaders, aux décideurs, et une partie qui est dédiée plutôt aux travailleurs, qu'ils appellent team members dans ce cas-là. Et ça consiste en plusieurs étapes pour réfléchir au télétravail dans le sens qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire du télétravail, mettre en place une période d'essai, etc. C'est assez court aussi, hein. Couverture comprise, donc le PDF fait 23 pages, puis il est disponible gratuitement sur Internet. Le lien sera dans les notes de l'épisode. En plus d'être court, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il essaye pas de convaincre absolument que le télétravail c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, voilà. C'est plutôt une aide à se poser des bonnes questions sur est-ce que le télétravail est fait pour moi, est fait pour nous, est fait pour notre entreprise. Si oui, tant mieux. Si c'est pas le cas, ben tant pis. Plus que juste du texte pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà nos avis ou notre avis clair et marqué dans la pierre et c'est comme ça, c'est plus un accompagnement et un encouragement à se poser des questions. Ouais, tout à fait. Il est aussi fait pour survivre un peu la pandémie, puisqu'il n'est pas spécialement orienté sur le fait que là, tout de suite, on est obligé de faire du télétravail, mais il se positionne aussi comme un guide qui peut être utilisé dans le futur. Il s'oriente vraiment, oui, plus comme une préparation au télétravail, de quelles questions on doit se poser, etc., quel que soit le contexte, en fait. Pas spécialement dans le contexte de crise actuel. Si après cette période forcée, on se rend compte que tiens, le télétravail, ce serait peut-être quelque chose qu'il faudrait mettre plus en place, continuer à faire, au lieu de l'avoir fait dans l'urgence, de le continuer à le pratiquer tel qu'il a été mis en place dans l'urgence, peut-être le réfléchir un peu plus, le guide peut éventuellement aider. Il y a une partie des étapes potentielles qui seront déjà faites, ça s'intègre dans tout ça.
Donc les étapes que le guide propose, c'est en premier de faire une liste un peu des risques de mettre en place du télétravail, mais des récompenses aussi qui pourraient en découler. Ensuite, de préparer une période d'essai. En troisième étape, c'est de faire la période d'essai. Pendant cette période d'essai, il y a de la documentation qui doit être faite pour pouvoir avoir un retour d'expérience qui est la quatrième étape. À partir de ce retour d'expérience, on peut ajuster les risques et les récompenses par rapport à ce qu'on avait fait à l'étape 1. Et puis, là, on décide. Est-ce que le télétravail, c'est pour nous? Est-ce que c'est pas pour nous? Dans le cas où c'est pas pour nous, on s'arrête là. Et dans le cas où c'est pour nous, il faut créer une politique de travail à distance. Là, il détaille quelques petites pistes. Et puis, après, il y a quelques petits conseils pour être responsabilisé dans son télétravail, rester motivé, rester heureux. Ces étapes sont en miroir un peu. Il y a la version dans le livre pour les décideurs et la version pour les membres de l'équipe, où chacun va avoir des rôles légèrement différents du coup. Ça reste assez proche parce que des fois, il y a le côté vous êtes les décideurs, voilà ce que vous allez faire et voilà ce que ça va donner un peu pour vos employés. Et puis le côté employé, c'est voilà ce que les décideurs vont un peu faire, donc vous avez le pourquoi de ce qui sont en train de se passer. De toute façon, une grosse partie est très similaire dans les deux cas, quoi. Oui. Je trouvais pas mal la première étape de lister les risques et les récompenses parce que nous deux, en tant que convaincus de le télétravail, c'est assez chouette. On parle toujours des avantages que nous on en retire, mais effectivement, il y a aussi des risques. La page, ça consiste principalement à quelque chose que le décideur va remplir en faisant justement des listes de les 6 avantages et les 6 inconvénients, et puis après avec une réflexion en se disant quelle est la probabilité que les choses se passent comme ça ou pas, si c'est des inconvénients, comment faire pour limiter les dégâts de ces inconvénients. Et là, c'est vraiment une réflexion qui est en amont. Le guide réussit à synthétiser en une page quelque chose qui est en fait assez poussé finalement. Ça prend assez peu de place sur la page de faire une liste de 6 bénéfices et 6 inconvénients, mais après surtout de poser la question de quel compromis est possible pour lutter contre cet inconvénient. Mais en fait, la réflexion, elle est longue, je pense, derrière tout ça. Oui, je pense pas que ce soit quelque chose à remplir en 1 heure entre 2 meetings ou quelque chose du genre. Je trouve aussi assez bien leur réflexion sur l'organisation des étapes, du fait que ça, ce soit en même temps l'étape 1 pour préparer une période d'essai, mais aussi l'étape 5 après la période d'essai. Parce que je pense que si c'est fait de manière honnête, peut-être qu'on a des a priori là pour cette première étape et qui seront soit confirmés, soit démontrés, l'inverse sera peut-être démontré dans les étapes d'après. Autant pour des côtés qu'on pensait que oui, ça va très bien se passer, puis en fait non, ça se passe pas si bien que ça. Oui, c'est dans les deux sens. C'est pas juste des choses qu'on peut imaginer négatives au début et qui en fait le sont pas, mais le contraire peut être vrai aussi. Parce qu'on peut penser avoir tous les outils en place pour pouvoir pratiquer le télétravail, mais se rendre compte une fois que c'est fait que non, ça allait pas du tout, que les outils étaient pas assez stables, j'en sais rien, plein de raisons de ce type. Entre les idéologies qu'on peut avoir, les biais qu'on peut avoir aussi, des fois on se fait aussi bien tromper par notre cerveau qui nous dit non mais ça, en 2 heures ça sera résolu. Et en fait il faut 2 jours, voire 2 semaines, voire 2 mois. Et voilà, ça c'est effectivement assez intéressant de dire non, avant de prendre votre décision, basez-vous sur des vraies données et pas juste sur vos croyances. La liste ensuite mène à la préparation de la période d'essai. Dans le guide, il la sépare en 5 jours. Lui, il voit une période d'essai de finalement 1 semaine de travail, donc 5 jours ouverts. Il va dédier chaque jour un peu à un thème où quelque chose de spécifique va être testé. Typiquement, le premier jour, c'est général. Comme c'est le premier jour, c'est un peu la découverte du truc. Le deuxième jour, c'est plutôt les systèmes qui sont en place. Le troisième jour, c'est la communication. 4e jour, la culture. Et le 5e jour... la fiabilité. Fiabilité, voilà. J'avais prévu les traductions dans les notes. Effectivement, il y a ces 5 catégories qui sont prévues là pour cette période d'essai. Les recommandations du guide, c'est de faire ça sur 1 semaine. Personnellement, je trouve ça presque un peu court pour dire que du coup, ça fait 1 jour par truc. Je trouve aussi. Mais en même temps, je comprends bien l'envie de pas forcément faire une période d'essai de télétravail de 3 mois, parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Tu trouves court, mais du coup, comment tu ferais autrement? Là, donc l'idée, c'est prendre 1 semaine, et c'est 1 semaine d'expérience complète. Donc du jour 1 au jour 5, les personnes qui participent à l'expérience vont être en télétravail. Ce que j'avais beaucoup vu être fait avant, c'était plutôt de prendre, donc pareil, un groupe de personnes, mais ensuite dire pendant 2 ou 3 mois, on va faire 1 à 2 jours par semaine où ces gens sont en télétravail et étaler un peu les choses. L'un des problèmes que je verrais à faire 5 jours d'un bloc et considérer que c'était ça l'essai, c'est que ces 5 jours vont être très 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 différents de la norme.
Alors que si on prend 1 ou 2 jours par semaine pendant 3 mois, par exemple, les jours de télétravail vont être très différents, mais ils vont être au milieu de jours normaux finalement. Et donc, les problèmes qui peuvent avoir lieu, ils vont avoir moins d'impact. Dans le contexte auquel on est, évidemment, on était obligé de maintenir le télétravail, mais si quelqu'un met en place ça pendant 5 jours, évidemment, s'il y a un gros problème au milieu, on peut toujours tout annuler et puis dire on arrête l'expérience, ça, c'est sûr. Mais c'est un peu la première fois que je voyais cette approche en fait, parce que du coup, je trouve qu'elle est courte, parce qu'une semaine d'un bloc, j'imagine beaucoup de choses qui pourraient mal se passer, alors que des petits blocs plus étalés dans la durée et qu'on fait grandir en fait au fur et à mesure, moi, ça me paraît être une approche qui est peut-être plus fiable justement. Ce que je vois un petit peu là comme idée, c'est de dire ok, on fait une semaine, mais où c'est pas une semaine de vrai travail comme d'habitude, c'est une semaine qui est vraiment prévue pour tester des choses. Du coup, c'est très artificiel, parce que s'il faut tester les communications, d'accord, alors aujourd'hui on va tester les communications. Bon, mais comment on fait pour tester tous les trucs de communication, parce qu'on va peut-être pas penser à tous les cas de figure, ou ça va être alors testons une réunion sur un truc que, comme c'est pour du test, c'est pas une vraie réunion, donc je sais pas si ça sonne pas un peu creux. À l'inverse, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de 5 pôles, parce qu'effectivement, il faut tester sa communication, ses systèmes. Donc là, pour moi, c'est un peu plus quel logiciel on utilise, ou peut-être quel processus on utilise. D'avoir ces thèmes, alors ça, je le trouve plus intéressant. Comme tu le dis, on peut tout à fait le tester à coup de 2 jours par semaine et de répartir ça, quoi. Mais de faire peut-être que 2 jours par semaine pendant 5 semaines, et la première semaine, on va peut-être faire attention à ça, la deuxième semaine, attention à l'autre point, etc., etc. Pareil, comme tu dis, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut, durant le jour 3, tester que la communication, par exemple. Je pense pas que non plus ils veuillent dire ça. Le contexte, c'est plus, on fait beaucoup plus attention à la communication ce jour-là pour relever justement les problèmes qu'il pourrait y avoir. Ah, d'accord, ouais. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Ces 5 éléments, à mon avis, ils sont importants à conserver et ça serait un peu les catégories de problèmes qui vont être rencontrés finalement. C'est-à-dire que quand les membres de l'équipe vont remonter les problèmes, on va pouvoir trier ça un peu en système, communication, culture, fiabilité. Et à partir de là, ça donne une organisation des choses à faire attention finalement. Je serais aussi curieux de voir quels avis on a sur les catégories qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'on mettrait dedans. La première, c'est la catégorie générale, donc ok, c'est les remarques sur comment ça a fonctionné, le télétravail sur la semaine par exemple. C'est un peu la catégorie fourre-tout des choses qui vont pas tenir dans le reste en fait. Et alors la suite, après, système, tu vois ça comment les systèmes ? Je vois ça comme les outils qui sont en place, mais aussi les processus. C'est-à-dire toutes les choses qui sont systématiques. Donc c'est les processus de l'entreprise. Est-ce que tel processus fonctionne quand on est en télétravail ou pas ? Donc la manière de travailler un petit peu. Et l'organisation aussi en général des choses. La manière de travailler entre personnes. Parce que la manière de travailler personnellement, je la mettrais plutôt dans le général justement. Donc c'est plus par exemple, un processus de recrutement, est-ce qu'il est adapté à être fait en télétravail typiquement. Ce type de choses que je mettrais dans le système. Ouais. D'accord, ouais. Pareil, hein. Et aussi les logiciels et la manière dont les choses sont organisées d'un point de vue informatique. Est-ce que effectivement les bonnes personnes ont accès aux bonnes choses ? Est-ce que les éléments ils sont rangés dans les bons dossiers partagés ? Est-ce que les accès à certaines données sont bien corrects pour les bonnes personnes ? Parce que voilà, avant c'était peut-être plus facile de dire si vous avez besoin de ce genre d'informations, c'est dans le classeur qui est dans l'armoire de cette pièce. Mais que maintenant que tout est numérique, y a peut-être des gens qui ont des accès auxquels ils ne devraient pas avoir et qu'il faut vérifier un petit peu ça, quoi. Communication, je pense, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé. Donc plutôt ces histoires de communication synchrone, asynchrone, comment peut-être faire des réunions, des étiquettes pour s'envoyer des mails. Et la culture, qu'est-ce que t'en penses ? Ma culture, pour moi, c'est pas tout à fait les process. C'est un peu les processus implicites qui sont, par exemple, quand on est tous dans les mêmes bureaux, c'est facile d'aller taper dans le bureau de quelqu'un pour lui parler vite fait, ou bien s'approcher de quelqu'un pour lui dire quelque chose, etc. Et ça, reporter au télétravail, ça voudrait dire appeler quelqu'un au moindre besoin ou ce type de choses. Et ça, pour moi, c'est plus la culture, parce que c'est pas des processus qui sont explicites finalement. C'est plus la manière dont les gens interagissent entre eux informellement. Et donc cette partie-là, c'est un peu faire attention à est-ce qu'on n'est pas en train de juste tenter de refaire exactement la même chose que ce qu'on faisait dans les bureaux, est-ce que ça génère pas trop d'interruptions pour les personnes, etc. Voilà un peu les modes de pensée par rapport à la manière de travailler finalement.
Je rajouterais aussi de faire confiance aux gens et donc de pas leur coller une caméra qui prend des screenshots ou des photos d'eux toutes les 2 minutes pour vérifier qu'ils sont bien assis au bon endroit, voilà, mais plutôt sur des résultats, sur leur faire confiance que ça va bien se passer. À l'inverse aussi, d'hygiène personnelle et de discipline de travail pour les employés qui devraient pas dire « Ah ben tiens, puisqu'on se base sur les résultats, ben maintenant, moi en fait, je vais travailler de 18h à 5h du matin. » Il y a peut-être des cas où ça pourrait fonctionner dans l'absolu, mais le fait d'être tellement décalé par rapport au reste du monde, ça peut être gênant des fois quand il faut synchroniser un peu des choses, quoi. C'est sûr. Sauf si c'est voulu, il pourrait y avoir des cas où c'est voulu, mais c'est encore une autre question. Puis le dernier de fiabilité, moi je pensais surtout au côté de vérifier qu'on a bien accès aux bonnes choses, que l'équipement soit adapté. Par exemple, avoir une webcam de qualité suffisante, un micro de qualité suffisant. Parce que l'air de rien, c'est aussi des équipements que les gens n'avaient pas avant. Oui, pas forcément, ouais. Il y a eu beaucoup d'investissements là-dedans, mais d'avoir du bon matériel, ça aide aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu verrais d'autre dans le côté fiabilité ? Je vois aussi toute la fiabilité technique qui est de si le VPN d'un coup ne marche plus, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut plus du tout travailler par exemple ? Est-ce qu'il y a des processus qui sont en place pour résoudre ce problème de fiabilité via une équipe qui est disponible par téléphone ou quelque chose comme ça ? C'est aussi parce que c'est mon background, donc j'ai un peu ce biais vers ça. Par rapport à la fiabilité, il y a aussi le côté, est-ce qu'il y a des choses qui vont être bloquées si une seule et unique personne n'est pas disponible ? Si telle personne ne répond pas, est-ce que tout le monde est bloqué ? Non, mais tout marche bien, donc il n'y a jamais de problème, donc ça passe en télétravail, il faut peut-être réfléchir à... Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Ouais. Donc voilà un peu pour ces différents regroupements, s'attarder un petit peu à faire des retours sur la partie générale, sur ce qui concerne les systèmes, sur la communication, sur la culture de télétravail et sur la fiabilité. Et je pense qu'il a bien capturé 5 catégories qui sont vraiment nécessaires à avoir. J'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose et j'ai pas non plus l'impression que ce soit trop. Il a bien capturé les besoins, les catégories générales de choses qu'il faut s'assurer qu'elles fonctionnent. Qui sont notés aussi dans le guide, mais ça, je pense que c'est relativement évident, donc on peut le mentionner vite en passant comme ça. Faire la liste des logiciels et équipements qu'il faut avoir. Et puis, il y a un côté de, comment on va dire ça, des rôles. Donc, il y a peut-être les rôles de support, alors qu'est-ce qu'ils doivent avoir, qui sera pas pareil que le rôle de vente, qu'est-ce qu'ils doivent avoir, qui sera peut-être pas pareil que le rôle de relation clientèle, qu'est-ce qu'ils doivent avoir, etc., etc. Et puis, ça concerne aussi, dans cette checklist, avec qui les gens ont l'habitude de communiquer aussi pour leur travail et donc aussi noter ce type de choses pour ensuite s'assurer que ces personnes-là vont pouvoir être en contact, quoi. À partir de tout ça, il faut documenter un peu la période d'essai, comment elle s'est passée. Pour contextualiser ça un petit peu avec le télétravail forcé dû à la pandémie qu'on a quand on enregistre cet épisode, le test finalement il s'est peut-être partiellement déjà fait, si on veut bien. Pour la suite, pour les personnes qui aimeraient continuer de profiter du télétravail, peut-être plus permanent mais de temps en temps, de documenter comment ça s'est passé, c'est justement très bien. Et après, on a de nouveau le retour à l'équivalent de l'étape 1, où on refait la liste des avantages et inconvénients, en voyant un peu, suite au retour d'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. À noter aussi, est-ce que ça va affecter négativement notre entreprise ? Est-ce que tu as des commentaires sur ces 2 étapes là, de documentation et d'ajustement de... Alors sur les étapes elles-mêmes, non, mais l'un des problèmes dans la situation actuelle, c'est que, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est du télétravail forcé. Là, le contexte dans ce guide est presque idéal. Il y a eu décision de mettre en place du télétravail, donc c'est déjà que quelqu'un pense qu'il peut y avoir des avantages à faire ça, donc il y a eu une période d'essai qui est mise en place et puis ensuite on fait le bilan. Si là on fait le bilan de cette période actuelle de pandémie, il faut pas oublier le fait que ça a été forcé aussi dans le bilan. Il y a des cas de figure où pour certaines entreprises ça s'est bien passé, j'en suis sûr, mais il y a aussi beaucoup de cas de figure à mon avis où ça s'est très mal passé parce que rien ne pouvait être prévu en amont pour ça, quoi. Et donc ça teinte aussi la vision du télétravail. En ce moment on est dans du télétravail forcé et pas dans du télétravail idéal, quoi. Je pense aussi aux personnes qui travaillaient depuis la maison et qui trouvaient que c'était impossible de le faire, déjà simplement parce qu'ils avaient peut-être leurs enfants avec eux et que ça pouvait être une grosse source de distraction, alors que en cas de télétravail entre guillemets normal, ils auraient peut-être été seuls à la maison, donc beaucoup moins distraits, donc de dire oh là là, en télétravail je suis absolument pas efficace du tout parce que je suis distrait ou distraite tout le temps. C'est vrai, certainement, c'était leur expérience.
mais c'était peut-être aussi à cause d'autres facteurs et pas que parce que c'était le télétravail, quoi. Mais j'ai vu quelques retours sur Twitter justement de ça, où des parents disaient que maintenant que leurs enfants étaient de retour à l'école, en fait, ça marchait beaucoup mieux, évidemment, puisque avant, ils faisaient pas du télétravail pour leur entreprise. Ils devaient en premier lieu gérer leur famille, puis ensuite, quand ça permettait, travailler en plus de tout ça. Clairement pas des conditions idéales. Non, alors ça, je pense qu'ils ont eu beaucoup de mérite et beaucoup de courage aussi. Ça doit pas être facile, hein. Ouais. C'est déjà assez dur de se concentrer sur son télétravail quand on est tout seul. Si en plus il y a des perturbations, ouf. Donc à partir de cette deuxième revue, de ce retour d'expérience, choisir si télétravail oui ou non. Si on choisit le télétravail, c'est effectivement pas forcément pour tout le monde en permanence. Parmi les questions qu'on peut se poser pour établir cette politique de travail à distance, c'est qui peut travailler à distance, à quelle fréquence, dans quelles conditions, qui c'est qui autorise le fait que le travail à distance soit possible pour une personne, et puis qui c'est qui peut l'annuler. Donc il y a toute cette histoire d'autorisation qui est effectivement intéressante aussi. Parce que rien que de pouvoir faire du télétravail, je sais pas, 1 à 2 jours par semaine, ça peut avoir énormément d'avantages, sans que ce soit permanent. Ce qu'on aurait tendance à oublier pour cause de la pandémie ici, c'est que le télétravail, c'est pas forcément 5 jours par semaine à 100%. Et on peut très bien choisir de partiellement télétravailler et de travailler en présentiel le reste du temps. Je trouvais qu'il couvrait en fait tout ce qu'il fallait. La politique de travail à distance qui va présenter quelques bonnes pratiques, des fonctionnements à éviter aussi, et donner des explications claires sur tout ça pour donner un sens. Parce que on crée une nouvelle manière de travailler. Il faut s'assurer que les gens comprennent pourquoi c'est comme ça, pour que ce soit aussi peut-être plus facilement accepté de la part des gens qui vont fonctionner de cette manière. Parce que si on vient nous imposer des décisions arbitraires comme ça et qu'elles ne sont pas comprises, il y aura une résistance. Et c'est là que je trouve qu'il manque une partie un peu de feedback dans le document à ce propos-là, parce que les questions font en sorte qu'il y a une explication qui va être fournie sur pourquoi est-ce qu'on prend les décisions. Mais même si les questions sont bien répondues, les exemples, j'ai l'impression que c'est des exemples très top-down, que ça se ressent un peu comme imposé et que les managers font les décisions et les employés doivent réaliser ces décisions, alors qu'il faudrait quand même qu'il y ait aussi un retour des employés. Et je trouve qu'il n'y a pas assez cette notion que la politique de travail, elle doit évoluer et il faut que les employés aient aussi quelque chose à dire sur l'évolution de la politique de travail. Ouais. Alors, dans la partie employée de la politique de travail, la seule section qu'il y a, c'est justement une section questions additionnelles que l'employé pourrait avoir pour les managers. Il n'y a pas l'étape feedback, en fait, un peu. D'accord, ouais. Parce que pour moi, la politique de travail, elle va forcément évoluer parce que si l'essai qui a été fait, c'est avec 5 personnes dans l'entreprise qui sont allées en télétravail, on ne peut pas généraliser d'un coup à l'entreprise complète. Il va falloir qu'on démarre, qu'on fasse un pas supplémentaire, puis des pas supplémentaires, etc., jusqu'à peut-être englober tout le monde. Je trouve qu'il n'y a pas cette étape en fait dans le guide. Ça me donne un peu l'impression que c'est bon, on est arrivé là et puis une fois qu'on a fait ça, c'est fini, quoi. Ouais, je vois. Il y a ce côté très managérial justement avec ces décisions qui sont comme ça, qui correspondent beaucoup à une manière de travailler extrêmement classique et voilà. Et du fait que maintenant il y a du travail à distance, ça peut aussi être une occasion de changer un petit peu la manière de travailler et que là le guide n'exploite pas du tout ça en fait. C'est pas uniquement l'opportunité de changer, c'est aussi le fait qu'à mon avis il y a des choses qui marchent beaucoup moins bien. Après, si c'est fait comme il faut, on va dire, c'est-à-dire si vraiment il y a les employés qui sont pris en compte dans les décisions et qui vont donner leur retour et que la politique évolue en fonction des besoins de l'entreprise, mais aussi en fonction des besoins des gens qui sont dans l'entreprise, là je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. C'est de toute façon mieux d'être explicite, même si on ne couvre pas tous les cas, même si on n'a pas pensé à tout et qu'on fasse évoluer les choses, plutôt que de rien avoir et de faire les choses de manière un peu implicite au cas par cas. Ça mène pas à quelque chose de solide. C'est très bien ce que tu dis, j'allais conclure un petit peu là-dessus. On a déjà un peu mentionné ça sur nos manières de travailler, puis un peu nos avis peut-être sur l'organisation du travail, comme nous on aime bien qu'elle soit. Mais effectivement, ce côté évolutif et adaptatif est important. Il y a peut-être des décisions qui ont été prises à un moment qu'il ne faut pas garder figées pendant des années parce que la situation elle évolue, parce que les besoins peuvent changer, parce qu'il y a des choses à améliorer ou à ajuster. C'est un processus qu'il faut régulièrement revoir, réévaluer et adapter, quoi. Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on trouvait encore d'autre dans le guide Donc il y a une section sur comment ne pas devenir fou en télétravail. qui commence par le porter des pantalons? Donc là, c'est 6 conseils un peu. C'est des choses qu'on a déjà parlé en fait avant, donc on va pas s'étaler, mais que ça revient dessus et c'est bien que ce soit aussi dans le guide. Après ça, il passe à ce qu'il appelle des matériels bonus. Donc il y a plusieurs éléments. Là, il y a comment écrire des bons emails. Un sujet sur lequel il faudra qu'on s'étale dans un épisode futur. Potentiellement, ouais. Quelques astuces de gestion du temps. Et puis ensuite, lui, dans son cas, il s'est retrouvé à faire des ateliers en ligne et en fait, il a une section sur des bonnes pratiques pour faire des ateliers en ligne. Je pense qu'il y a certains trucs qui peuvent être retirés pour les réunions aussi de ces ateliers parce que ce qu'il dit, c'est assez général finalement. Et à la toute fin, des exemples d'outils en fait qu'on peut utiliser pour chaque un peu branche du business, comme le management de projet, les recherches clients et ce type de choses. Il y a une petite liste de logiciels, d'outils pour du travail partagé qui sont présentés. C'est peut-être quelque chose dont on pourra parler, mais plutôt de notre approche à nous, de ceux qu'on utilise. Dans la liste, je pense qu'il y en avait un ou deux que j'utilise. Toi aussi. Ou des trucs proches, parce que... je pense à Google Drive, typiquement, on utilise un équivalent. Il y a peut-être aussi quelques types de catégories de logiciels qui seront intéressantes de présenter. Par exemple, pour travailler à distance, c'est pas que du stockage de fichiers partagés. Il y a peut-être aussi de la collaboration sur des documents, des manières de communiquer qui sont pas que des mails, de gestionnaire de tâches, de gestionnaire de temps, voilà. Et ce sera aussi l'occasion, peut-être l'épisode prochain, de parler un peu de ces outils, mais de parler aussi de comment ce travail à distance forcé dû à la pandémie, comment ça nous a affecté, est-ce qu'on a changé un peu notre manière de faire Je fais beaucoup plus de sport, mais là j'en fais beaucoup moins. Alors attends, c'est très contradictoire, ça t'en fait beaucoup plus mais beaucoup moins? Non, j'en ai fait beaucoup plus pendant les 2 premiers mois de la pandémie, mais là tout de suite j'en fais vachement moins qu'avant. Donc je sais pas, j'en ai eu marre. Pandémie, burn-out, je sais pas. J'ai clairement changé mon activité, enfin ma manière de faire de l'activité physique. Et j'ai un petit peu des nouvelles manières d'organisation aussi. Ok, et ben voilà. Donc rendez-vous dans 3-4 semaines, comme d'habitude, quoi. Il y a une méthode de debugging qui s'appelle Rubber Duck Debugging, donc debugging à base de canard en caoutchouc, qui consiste à avoir un canard en caoutchouc sur ton bureau, et quand tu as un problème, tu lui parles justement et tu lui expliques ton problème, et le fait d'expliquer ton problème et d'expliquer ta manière de penser, en fait, ça te débloque des situations. Ça permet d'avoir comme une deuxième personne, mais parce que il y a souvent ça, enfin même dans la vie de tous les jours, des fois je cherche un truc ou je cherche un mot en anglais et le fait d'expliquer à la personne qui est avec moi d'expliquer le mot que je cherche, finalement je finis par retrouver le mot ou ce type de choses. Donc c'est assez connu en sciences cognitives en fait comment on dit, ce phénomène. C'est une bonne méthode, je trouve ça pas mal. Et du coup là je pense que c'est bon, j'ai mon extrait de fin d'épisode sur le canard en caoutchouc, c'est parfait. Fantastique. Je peux même t'envoyer là, il y a une page Wikipédia sur le sujet, donc merveilleux. On va mettre ça dans les notes.